Bonjour à tous. Donc, on continue sur ces séries de petites capsules de rappel. Donc, on avait vu les probas juste avant. Donc, j'avais redéfini les grands principes généraux sur les probas. Donc, à la fois les moments, quelques lois classiques, et puis j'avais parlé à la toute fin de convergence et les deux grands théorèmes des probas qui sont le théorème central limite et la loi des grands nombres. Là, je vais passer un peu plus de temps sur le vecteur gaussien parce que ça va être le point central de tout ce qu'on fera. Okay. En fait, tout ce que je vais vous raconter dans cette première partie sur les moindres carrés peut être vu comme étant des propriétés un peu particulières du vecteur gaussien. Donc, j'essaierai de vous faire le lien a priori pour l'instant. Donc, je vous donnerai quelques formules qui, au moment où on commencera à faire des moindres carrés, devraient sûrement vous rappeler des choses. Donc, je vais basculer sur mes slides. Euh, donc, je parle de choses. Je vais parler de la loi normale, donc je reviens sur deux, trois petites choses que j'avais pu dire la dernière fois. Donc, je vais redéfinir la loi normale et les vecteurs. On va introduire le vecteur gaussien, puis à la toute fin, je parlerai des lois dérivées de la loi normale, loi de Student, loi du Qui2 et loi de Fisher. Ok. Donc, premier petit rappel important. Donc, une variable aléatoire, c'est intéressant, mais nous, dans les régressions, on aura plusieurs variables explicatives. Donc, on va s'intéresser à des vecteurs aléatoires. Donc, quand j'avais présenté les vecteurs aléatoires dans la capsule précédente, j'étais juste resté dans le cas bivarié. Donc, on avait x et y. Okay. Puis on avait dit, on peut définir la fonction de répartition, la densité, euh, la matrice de variance, okay, qui faisait intervenir donc cette matrice 2,2 où on avait les termes de variance sur la diagonale et deux termes qui étaient identiques de chaque côté, qui étaient la covariance de x, y. Là, je vais présenter le cas général de la dimension D. Okay. Donc, on est sur un vecteur avec des composantes. D'accord. Donc, là encore, on va avoir deux informations importantes qui sont les deux premiers moments. Le premier, c'est l'espérance de notre variable aléatoire. Donc, c'est toujours la même notation, hein, c'est l'espérance de x et c'est un vecteur aléatoire en dimension d. Okay. Donc, l'espérance, c'est en gros le vecteur des espérances marginales. Donc, j'ai l'espérance de x1, l'espérance de x2, l'espérance de xd. Okay. Donc, c'est juste un vecteur qui contient toute l'information sur les espérances de mes lois marginales, donc de chacune des composantes de mon vecteur de dimension d. Le second point, c'est le moment d'ordre 2, qui est donc maintenant une matrice, la matrice de variance, la matrice de variance-covariance. Okay. Je n'ai pas encore insisté, encore une fois, je renvoie à votre cours de proba sur le fait que ces moments peuvent exister, mais peuvent aussi ne pas exister. D'accord. Donc, des lois de variance infinie, il y en a, tout comme il y a des lois d'espérance infinie. Okay. Ce n'est pas l'objet de notre cours, mais voilà. Donc, ici, je le précise, le si elle existe, mais on va partir du fait qu'effectivement, on a une matrice de variance-covariance. Et la matrice de variance-covariance, elle est basée sur ce produit scalaire qui consiste à faire ce qu'on va appeler le cross product, le produit croisé entre un x moins son espérance et lui-même pris à la transposer. Okay. Donc, à l'intérieur de chacun des éléments, donc le terme i et j va faire intervenir cette covariance entre xi et xj, avec le cas particulier où quand i est égal à j, les termes à gauche et à droite sont identiques, et donc on retrouve tout simplement le terme de variance. Okay. La covariance d'une variable avec elle-même, c'est la variance. Mais quand j'ai deux éléments différents, donc ce sera le cas quand on est en dehors de la diagonale de cette matrice, pour la ligne I et la colonne J, on va avoir la covariance entre XI et XJ. Okay. Donc la matrice de variance-covariance est une matrice de dimension DD qui est un peu particulière parce qu'elle est symétrique. Okay. Tout ce qu'on trouve sur la diagonale, c'est lié à des comportements marginaux, c'est lié à de l'information marginale sur chacune des composantes. Et les termes hors diagonaux, ce sont des informations croisées 2 à 2. Donc c'est ça qui va capturer la dépendance qui peut exister entre ma variable x1 et ma variable x2. Je reviendrai sur le cas gaussien plus tard, mais on a des propriétés sur ces différentes choses-là, en particulier sur la matrice de variance-covariance. Donc, je vais prendre ici un vecteur x, donc on est toujours en dimension d, un vecteur de dimension d, qui a une certaine moyenne mu et une certaine matrice de variance-covariance sigma. Okay. Et je vais m'amuser à lui faire des transformations. Donc, on va se poser la même question que celle sur lesquelles, malheureusement, je n'avais pas eu le temps de revenir dans la précédente capsule, qui est les propriétés de linéarité et de non-linéarité respectivement de l'espérance et de la variance. Okay. Mais on a des propriétés qui existent. Donc, par exemple, en dimension 1, on sait que l'espérance de a fois x, c'est a fois l'espérance de x. Donc, l'espérance, c'est un opérateur linéaire.
la variance pardon, n'est pas linéaire. Donc la variance de AX, c'est A à la 2, A au carré, multiplié par la variance de X. Okay, donc on a une fonction quadratique. Donc je reviendrai sur ces fonctions quadratiques parce que ça va être très important dans tout ce que nous on fera par la suite. Donc on peut se demander, est-ce que ces propriétés que j'avais en dimension 1, je les ai encore en dimension 2? La réponse est oui. Okay, donc, premièrement, la variance, on avait vu qu'on avait une formule en dimension 1 qui était la variance de x, c'est l'espérance de la variable au carré moins le carré de l'espérance. On a à peu près la même formule quand on est en dimension plus grande, en dimension quelconque. C'est que c'est l'espérance du produit croisé de x avec la transposée, moins le produit croisé de la moyenne. Okay, donc on récupère encore cette espérance à la 2, moins quelque part le carré de l'espérance, en sachant qu'en multivarié, prendre un carré, ça va être équivalent à faire des produits de grandeur par elles-mêmes avec une transposée qui intervient. Sur les propriétés de linéarité, donc on a les deux prochaines formules qui nous disent que l'espérance est linéaire, c'est-à-dire que l'espérance de A, X, alors, pour que ce soit quelque chose qui ait du sens en termes de matrice, je vais supposer qu'on a A transposé X plus un petit vecteur petit a. Dans ces cas-là, je récupère A transposé de mu, qui est l'espérance de X plus le petit a. La variance, on a la même chose, c'est-à-dire que quand je vous disais tout à l'heure la variance de AX, je pourrais même dire la variance de AX plus B, c'est A au carré, variance de X. On a à peu près la même chose, sauf que le A au carré, faut que je le prenne dans un contexte matriciel. D'accord ? Donc la variance de A transposé X plus A, le petit a ne m'intéresse pas parce que c'est juste un effet de centrage. Okay, donc ce n'est pas ça qui va nous donner de la variabilité. C'est la matrice A. Et ce que vaut la variance de cette transformation, donc de A transposé X, c'est tout simplement A transposé sigma, la variance donc de ma variable X, multipliée par la matrice A. Okay. Et autre petite information intéressante, on reviendra sur les propriétés géométriques de la covariance, qui va être associée à un produit scalaire. La covariance de A transposé X, B transposé X, c'est A transposé sigma B. Okay. Donc on retrouve quelque chose d'un peu plus linéaire quand on travaille sur la variance, okay, puisque la variance elle est linéaire sur chacune des composantes. Okay. Donc on retrouve cette propriété-là. Donc voilà les propriétés qu'on va pouvoir exploiter par la suite. Donc je suis revenu ici un petit peu sur les notions les notions un peu générales sur les moments en dimension D. On va regarder un vecteur un peu particulier, c'est le vecteur gaussien. Alors, je vais redéfinir le vecteur gaussien à partir de la même manière en fait qu'on avait défini un petit peu la loi normale. Donc la loi normale, je vous rappelle, on avait donné l'expression de sa densité, c'est généralement comme ça qu'on va le définir, en disant j'oublie cette premier terme qui est en fait un terme de normalisation. Okay, pourquoi ? Parce que je veux que cette intégrale soit égale à 1. Et ce que je récupère, c'est une exponentielle. Donc c'est fondamentalement une loi, on va appeler ça une loi de la famille exponentielle. Ça va être une loi qui va être la densité va être une exponentielle de moins quelque chose de quadratique, le quelque chose de quadratique étant une version centrée réduite de mon petit x. Okay, donc je prends fondamentalement mon x moins mu divisé par sigma, que j'élève à la 2, et j'ai le moins 1,5 qui va apparaître, et l'exponentielle. Okay, c'est vraiment ça qu'il faut retenir sur la loi normale, c'est ça. Le paramètre mu correspond à un paramètre de moyenne, okay, et le paramètre de sigma 2 correspond à mon paramètre de variance. Et j'ai cette petite propriété qui est que si jamais j'avais un vecteur, une loi normale n01, dans ces cas-là, en multipliant par sigma et en rajoutant ma constante mu, je tombe sur une loi normale mu sigma carré. Okay, donc ça, encore une fois, c'est des choses qu'on avait déjà vues et que vous connaissez. Maintenant, à partir de là, je vais essayer de définir mon vecteur gaussien. Donc le vecteur gaussien, ça va être très proche de ce qu'on vient de faire. Comment il va se caractériser ? Là aussi, il va se caractériser par les deux premiers moments. Il va être caractérisé par le paramètre mu qui va être ma moyenne, par le paramètre sigma qui va être ma variance. Okay, et je vais faire à peu près la même chose, c'est-à-dire je vais retrouver un paramètre de normalisation ici. Donc ce que ça veut dire, c'est que l'intégrale sur RD de f de x doit être égale à 1. Okay, mais fondamentalement, j'ai mon exponentielle, j'ai mon moins 1,5, et ici, je récupère quelque chose qui est une version centrée réduite. Okay, donc on retrouve bien le x moins mu au carré, et j'ai bien mon sigma 2 qui apparaît au dénominateur. Alors, petite subtilité, mais vous l'avez tous sûrement déjà vu, hein, quand on est en univarié, on parle de sigma carré pour le terme de variance. Petit sigma, c'est un écart type. Okay, quand on est en multivarié, ma matrice grand sigma, ça va être ma variance. Okay, donc il faut juste faire un petit peu attention. Dans le sigma, le grand sigma, il y a un carré qui se cache quelque part. La matrice sigma, elle est positive. Okay, je reviendrai sur ce que veut dire cette positivité pour une matrice. C'est lié à la notion de définie positive.
Ok. Mais voilà, donc à partir de là, j'ai défini quelque chose, on peut le prouver, qui est une densité, et qui est en fait l'extension naturelle de la loi normale, mais en multivarié. Ok, donc je récupère une densité d'une variable aléatoire dont la moyenne sera mu et dont la matrice de variance-covariance sera sigma. Ok, là aussi, je vous renvoie à la page de Wikipédia sur le vecteur gaussien, si jamais c'est quelque chose qui vous paraît complètement incongru et que vous n'avez jamais vu. Mais essayez de maîtriser un petit peu ce vecteur gaussien parce que ça va être la base de beaucoup de choses par la suite. Donc on a plein de propriétés sur le vecteur gaussien. En particulier, on a que si j'ai un vecteur gaussien, alors toutes les composantes sont marginalement des lois normales. Okay, donc un vecteur gaussien est une collection de variables qui sont gaussiennes. Okay, mais ce n'est pas que ça. Okay, donc c'est pour ça que je vous dis que la réciproque n'est pas vraie. Ce n'est pas parce que vous avez juste des collections de variables gaussiennes que vous avez créé un vecteur gaussien. Vous avez créé un vecteur de variables gaussiennes. Vous n'avez pas créé un vecteur gaussien. Le vecteur gaussien, c'est très très fort en termes de loi. Donc ça, on spécifie fondamentalement la loi jointe de chacune des composantes via cette densité dont je parlais juste avant. On a une propriété, et c'est pour ça que la loi normale multivariée est importante, on a une propriété de stabilité, qui est l'extension de ce qu'on avait en dimension 1, c'est-à-dire que si jamais vous avez une variable gaussienne, donc si x est une variable gaussienne, ben, n'importe quelle transformation linéaire ax plus b sera aussi un vecteur gaussien. Okay, et je peux même lui donner sa matrice de variance-covariance avec les expressions qu'on avait vues auparavant. Okay, l'espérance de ax plus b, ben, c'est a fois l'espérance de x plus b, et la variance de ax plus b, ben, c'est a sigma a transposé. Okay, donc mais au-delà des moments, ici on a quelque chose de plus fort qui est que non seulement les expressions des moments, je les avais avec mes slides précédents, là je vous dis en plus, je connais la loi. Okay, connaître la loi, c'est vraiment quelque chose de très très fort et qu'on va essayer d'avoir, qui est parfois trop fort parce que ça va nécessiter de faire des hypothèses, de supposer qu'on a une certaine loi. Mais c'est quelque chose de fort parce que quand vous avez une distribution, vous pouvez encore une fois récupérer des intervalles de confiance, dire qu'il y a une région dans laquelle vous avez 95% de chance d'être et ce genre de choses. Okay, petite propriété importante du vecteur gaussien, c'est que quand vous avez un vecteur gaussien, le fait que les composantes soient indépendantes est équivalent à avoir une corrélation nulle ou une covariance nulle. Donc c'est ce que dit cette petite propriété. Si jamais vous avez un vecteur, un x1, x2 qui est un vecteur gaussien, okay, alors dans ces cas-là, les deux composantes sont indépendantes si et seulement si la covariance est égale à 0. Okay, donc c'est une propriété qui est relativement forte. Sur le vecteur gaussien, la corrélation caractérise complètement la dépendance. Mais le vecteur gaussien ne vérifie pas que cette petite propriété. La propriété importante qu'on a vue pour l'instant, c'est cette stabilité par addition. Okay, donc quand vous sommez des composantes d'un vecteur gaussien, vous restez gaussien. Mais il y en a encore plus intéressant, c'est que ça reste vrai par conditionnement. Si jamais vous avez un vecteur gaussien, qu'on va appeler xy, alors ça reste vrai en dimension quelconque. Ici, je voulais écrire en dimension quelconque. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est un cas un petit peu particulier par la suite. C'est qu'on va avoir une variable gaussienne ici, et je vais avoir ici un vecteur multivarié. D'accord ? Donc, on va s'intéresser à un problème un peu particulier qui est que mon vecteur, je vais le décomposer en deux. Un qui sera une variable aléatoire en dimension 1 et l'autre qui sera un vecteur aléatoire. Okay, donc, ce que nous raconte cette propriété, c'est très simple. C'est que si vous avez un vecteur yx qui est un vecteur gaussien, donc de moyenne mu et sigma, donc je le décompose par bloc. Okay, donc j'ai mon premier bloc pour ma moyenne qui consiste à avoir mu y et mu x pour ma moyenne. Et pareil pour ma matrice de variance-covariance. Encore une fois, je la coupe en deux. Donc j'ai mes termes diagonaux qui correspondent à mes matrices de variance-covariance. Disons ma variance de y et ma matrice de variance-covariance de mes x. Et après, j'ai des effets croisés entre mes x et mes y. Okay, donc supposons qu'on ait un vecteur gaussien en dimension, en l'occurrence ici d plus 1. Alors, en conditionnant par x, y conditionnement à x sera aussi un vecteur gaussien si jamais y est un vecteur, mais sinon ça sera une loi normale si jamais y est une variable en dimension 1. Okay, donc on peut montrer que la loi normale, la loi de y sachant x est une loi normale. Enfin, si vous n'êtes pas convaincu, faites-le tranquillement. Okay, c'est vraiment juste de la formule de Bayes. Et petit point intéressant, on a les expressions de ces deux quantités. Donc la moyenne de y sachant mes x,
elle va ressembler à quoi? Ça va être ma moyenne en Y, plus une petite correction qui va tenir compte du fait que Y peut être à gauche ou à droite de sa moyenne. Okay, supposons que X soit juste en dimension 1. Okay, soit je suis à gauche de la moyenne, je suis plus petit que ma moyenne, soit je suis plus grand. Okay, donc ce que c'est juste en train de nous dire, alors je passe un petit peu les détails, mais que et ça c'est ce qu'on va retrouver dans la formule de régression, c'est qu'en fait j'ai quelque chose qui est linéaire en X. Donc j'ai ici une fonction linéaire en X. Et ça c'est ce qu'on va utiliser par la suite en se disant, bah, peut-être que la moyenne de Y sachant X, je vais pouvoir avoir envie de mettre un modèle linéaire derrière. Donc le linéaire vient du fait que cette fonction-là, en X, qui est ma variable de conditionnement, elle est linéaire. Okay, et linéaire, et j'ai même sa pente ici. Sa pente, et il faudra s'en souvenir par la suite, la pente, qu'est-ce qu'elle fait apparaître? Ben, elle fait tout simplement apparaître quelque part la covariance entre X et Y au numérateur. Okay, et au dénominateur, on voit apparaître quelque chose qui est de l'ordre de la variance de l'X. Okay, donc on voit apparaître quelque chose qui sera intéressant et qu'on va pouvoir exploiter par la suite, et vous le reverrez naturellement apparaître quand on fera une régression linéaire. D'accord? Donc cette formule-là, ça va être la base des modèles linéaires. On n'y arrivera pas en faisant l'hypothèse de normalité, on va le construire autrement, ce modèle linéaire, mais la formule à laquelle on arrivera sera en fait exactement la même que celle-là. Donc première chose, la moyenne conditionnelle est linéaire en X, okay, ce qui est une propriété relativement forte. Deuxième point, la variance de Y sachant X, donc je suppose ici que je suis dans un cas univarié, ben, elle ne dépend plus de X. Donc la variance, elle est constante. Alors ça aura un nom, hein, c'est ce qu'on va appeler l'hypothèse d'homocédasticité. Okay, donc l'hypothèse d'homocédasticité, variance constante, okay, nous dit que quand vous avez un vecteur gaussien XY, quand vous regardez la loi conditionnelle de Y sachant X, ça vous donne 1, une variable gaussienne, 2, une variable gaussienne dont la moyenne est linéaire avec X, et 3, dont la variance va être constante. Qui plus est, ça va être un peu plus intéressant que ça, elle est même plus petite que la variance qu'on avait au départ. Donc ça nous encouragera à faire des modèles linéaires en disant, bah, si jamais je conditionne par de l'information, je vais pouvoir réduire l'incertitude que j'ai sur ma variable d'intérêt. Okay, c'est tout simplement ça qu'on va mettre en pratique quand on fera de la régression. Tout est caché dans cette propriété du vecteur gaussien. Okay, donc, je l'ai explicité ici. Okay, l'espérance de Y sachant X est gaussien. Okay, j'ai même la pente, d'accord, qui apparaît ici. Et la variance, elle est constante, okay, avec le fait que la variance conditionnelle est même plus petite que la variance de Y. Okay, donc là, c'est des propriétés intrinsèques du vecteur gaussien et qu'on va retrouver par la suite quand on fera des modèles linéaires. Mais souvenez-vous de ces formules parce qu'elles vont se cacher dans tout le cours de modèles linéaires. En fait. Ok, donc ça c'était pour la première chose, c'était à partir de ma loi normale, j'ai défini mes vecteurs gaussiens. Alors on peut aussi faire d'autres petites choses, et je reviens à la statistique en gros du début du XXe siècle. C'est qu'on a des familles qui vont découler de la loi normale. Donc la première, c'est la loi du qui-2, donc qui avait été introduite par Pearson, donc c'est la loi de Pearson, qui est basée sur la distribution qui a cette densité-là. Okay, je ne vais pas revenir trop en détail sur la densité, c'est une densité de loi gamma. Okay. Le point important, c'est celui qui est en rouge sur les slides. Comment est-ce que je construis cette loi du qui-2? Une loi du qui-2, c'est une loi dans laquelle je m'intéresse à la somme du carré de lois normales centrées réduites, indépendantes. Okay, donc vous prenez nu, variable aléatoire n01 indépendante. Okay, donc je prends ces nu variables n01, je prends la somme des carrés de ces variables-là. Dans ces cas-là, je vais récupérer une loi du qui2 à nu degré de liberté. Okay, donc le nombre de degrés de liberté, c'est-à-dire le paramètre de ma loi du qui2, c'est fondamentalement le nombre de variables gaussiennes que je vais regarder. Okay, donc ça va nous intéresser parce que où est-ce qu'on va la voir apparaître? On va la voir apparaître quand on s'intéressera à des propriétés de distribution de variance, par exemple. Okay, donc quand je calcule une variance, je rappelle que la variance empirique, c'est du 1 sur n, somme de quelque chose au carré. Et ce quelque chose est centré. Okay, alors, potentiellement, il peut y avoir une certaine variance. Mais en normalisant par la variance théorique, on pourrait avoir des lois n01 au carré. Okay, donc la loi de la variance empirique pourrait être une loi du qui2. Okay, c'est pour ça que personne ne l'avait introduite. Autre loi importante, la loi de Student. Donc la loi de Student arrive juste après. Donc je vous donne ici la densité de la loi de Student. Alors,
il y a des liens avec la loi gaussienne, en fait. Je revois apparaître un terme qui est juste un terme de normalisation. Okay, on retrouve d'ailleurs le racine de pi. Okay, donc on voit que la loi normale, elle ne va pas être très très loin. Sauf qu'au lieu d'avoir quelque chose qui est de la forme exponentielle de moins 1 demi de t à la 2, okay, on voit apparaître quelque chose qui est de la forme 1 plus t à la 2 sur nu à une certaine puissance. Et ça, bah, si vous repensez à des histoires de développement asymptotique, en fait, on va retrouver des propriétés euh, de l'exponentielle, en fait. C'est que 1 plus un x sur n puissance n, ça va tendre vers une exponentielle ça va tendre vers l'exponentielle de x. Okay, donc on voit apparaître quelque chose qui va nous faire penser à la loi gaussienne. Et effectivement, quand nu va tendre vers l'infini, bah, cette chose-là va tendre vers une exponentielle. Et donc on va retrouver en fait la loi normale. Donc la loi de Student ressemble beaucoup à la loi normale, surtout quand le nombre de degrés de liberté de nu est important. Mais sinon, c'est une loi qui a un peu plus de queue de distribution. Okay, donc on a cette propriété de notre vecteur de la loi de Student. On a une variable qui est centrée et on a une variance qui est de la forme nu sur nu moins 1, donc qui est un petit peu plus grand que 1, mais qui va tendre vers 1 quand nu va tendre vers l'infini. Okay, donc ça, c'est la loi de Student. À quoi ça sert? Bah, ça va servir avec, là encore, cette petite propriété rouge qui nous dit que si jamais vous avez une variable gaussienne, n01, que vous avez une variable du qui 2 à nu degré de liberté, alors le ratio suivant, x divisé par la racine carrée de votre variable du qui 2 divisé par ses degrés de liberté, va suivre une loi de Student. Okay, donc ça, c'est une loi importante. Pourquoi? Parce que bah, ça va être la loi que va suivre on voit apparaître une notion de moyenne, mais une moyenne normalisée. Donc quand je vais normaliser par l'écart type, donc en bas on voit apparaître quelque chose qui nous fait penser à un écart type. Okay, on va voir apparaître la loi de Student. D'accord. Donc c'est exactement ce qui est fait ici. Okay, donc supposons que vous ayez des variables indépendantes qui suivent une loi normale mu sigma à la 2. Okay, vous définissez votre moyenne empirique xn bar et vous définissez votre variance empirique. Alors je vais corriger par mes n-1. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que cette distribution, n-1 Sn carré sur sigma carré, ça a une loi du qui 2, ça suit une loi du qui 2, pardon, n-1 degré de liberté. Donc le n-1 vient du fait qu'en fait, quand vous sommez ces k, pardon, c'est n variables gaussiennes au carré, vous n'avez pas exactement n degré de liberté. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces variables ne sont pas toutes indépendantes. Okay, vous perdez un degré de liberté essentiellement parce que tous les xi sont contenus dans cette variable xn bar. Donc en fait, x1 et x2, ils ne sont pas complètement indépendantes. Pardon. La première composante ici, la deuxième composante ici ne sont pas complètement indépendantes parce que certes, x1 et x2 sont indépendantes, mais x1 moins la moyenne et x2 moins la moyenne ne sont pas indépendantes. Elles ne sont pas indépendantes parce que la moyenne dépend, elle est la même dans les deux. Voilà. Donc on perd un petit quelque chose. Alors je ne vais pas vous faire formellement, je vous renvoie à un cours de stats là-dessus. On a n-1 degré de liberté. Et ce qu'on peut montrer, c'est que la statistique qui se trouve ici, donc qui est la racine carrée de n, la moyenne de mes xn moins le paramètre mu divisé par Sn, va suivre très exactement une loi de Student. Donc si jamais vous avez des variables gaussiennes, alors dans ces cas-là, vous avez la loi exacte de votre moyenne normalisée, okay, en divisant par son écart type. C'est une loi de Student. Donc la loi de Student, c'est la loi exacte qui va apparaître quand vous avez des moyennes de variables gaussiennes. Okay, donc c'est pas exact. Donc la moyenne, je vous avais dit, la moyenne suit une loi normale. Okay, la moyenne divisée par sigma va encore suivre une loi normale. Ça va même suivre une loi normale qui va être centrée et réduite. Okay, avec un facteur racine de n. Mais sauf que si je remplace mon sigma qui est inconnu par un estimateur, c'est-à-dire Sn, dans ces cas-là, je rajoute de l'incertitude. Okay, je n'ai pas mon sigma, je le remplace par un estimateur. Donc ça va me rajouter de l'incertitude au dénominateur et donc ça va me donner une loi avec un peu plus de dispersion, qui est cette loi de Student. Et dernière loi dans cette famille-là, c'est la loi de Fisher, donc qui est une loi qui a cette expression-là, qui est très très moche, mais c'est pas très grave, on va l'oublier. Encore une fois, sur ces lois-là, le but n'est pas de retenir leur distribution, le but est de retenir leur construction et se souvenir que ces lois, on les connaît. Okay, donc dès qu'on fera intervenir des grandeurs qui vont s'apparenter à ça, donc la grandeur qu'on a vue auparavant, t, on le verra, ça va nous servir pour faire un test, pour faire des tests de moyenne par exemple. Donc quand on fera un test de moyenne, on verra apparaître une statistique qui devra suivre une loi de Student. Donc ça permettra de mettre en place une procédure de test. Okay,
Là, ici, la loi de Fisher, c'est un petit peu différent. C'est que si jamais j'ai deux lois du qui 2, respectivement un nu1 et un nu2 degrés de liberté, indépendantes, dans ces cas-là, le ratio des deux, corrigé par les degrés de liberté, devra suivre une loi qui est cette loi de Fisher. À quoi ça sert? Fisher, il est connu pour des milliers de travaux, et les plus connus, c'est sur l'analyse de la variance. Ce que ça nous dit, c'est qu'en gros, le terme qui est en haut, c'est une variance, le terme qui est en bas, c'est une variance. Quand je vais faire des ratios de variance, je sais comment ça se comporte, ça suit une loi de Fisher. Donc c'est vraiment ça l'importance de cette loi de Fisher. Et Fisher, le test de Fisher, on le verra énormément quand on fera des modèles OLS, ça vient de cette propriété qui est que quand vous vous intéressez à des ratios de variance empirique, la loi qui est naturelle pour ça, c'est la loi de Fisher, puis elle a été construite pour ça. Okay, donc juste pour trois petits slides de mémoire pour finir. Donc le premier, ça va être une petite discussion sur l'échantillonnage gaussien. Donc on a déjà vu des choses. Quand on, fait quand on a des lois gaussiennes et qu'on fait des échantillons, on a beaucoup de propriétés. Et à la fin, je vais donner deux petits slides un tout petit peu exotiques sur des propriétés du vecteur gaussien que vous avez peut-être déjà vu. Si jamais vous ne l'avez pas vu, bah, regardez la vidéo et essayez de la suivre. Ça va nous donner des propriétés qu'on exploitera longuement par la suite. Déjà, ça permettra déjà de remettre en lumière cet échantillonnage gaussien, mais en plus en régression, ça sera un résultat fondamental, c'est le théorème de Cochrane. Ok, donc échantillonnage gaussien. Donc on suppose qu'on a des variables xi qui sont iid, d'accord. Donc je suppose toujours que j'ai des observations indépendantes identiquement distribuées qui suivent une loi normale mu sigma carré. Okay. Je définis ma moyenne empirique, je définis ma variance empirique. Donc encore une fois avec mon petit n-1, pourquoi? Parce que ça me fait un estimateur sans biais de ma variance. Okay. Donc mes variables moyenne et variance, si vous regardez attentivement, ce sont des variables aléatoires. Pourquoi? Parce que les grands xi, ce sont des variables aléatoires. Une somme de variables aléatoires, c'est une variable aléatoire. C'est pour ça que je note ça grand xn. Okay, je vois la moyenne comme étant une variable aléatoire. Pareil pour la variance. Sn carré, c'est une fonction qui va dépendre de cette variable aléatoire, mais aussi de cette variable aléatoire. Donc c'est fondamentalement des variables aléatoires. Donc, première chose, les deux grandeurs sont deux variables aléatoires qui sont indépendantes. Okay, donc ça, c'est une propriété qui va nous intéresser. D'avoir deux grandeurs indépendantes, c'est bien, parce que dans tout ce que je vous ai défini avant, il nous faut de l'indépendance entre les différentes grandeurs. Xn bar, ça suit une loi normale. Donc si les observations sous-jacentes sont gaussiennes, j'ai une loi normale mu sigma carré sur n. Okay. La deuxième, c'est que c'est la propriété dont je parlais juste avant, c'est le fait que n-1 Sn carré sur sigma carré, ça suit une loi du qui 2 à n-1 degré de liberté. Okay. Alors dans ces cas-là, on peut aller même un peu plus loin. Si jamais je regarde ma variable moyenne normée, si jamais je divise par sigma, on a la loi n01, c'était ce que je racontais tantôt. Mais si jamais je remplace ce sigma qui est inconnu par ce Sn, alors dans ces cas-là, je n'ai plus une loi normale, mais j'ai une loi de Student. J'ai une loi de Student à n-1 degré de liberté. Okay, donc les résultats essentiels sur l'échantillonnage gaussien, ça va être cette propriété-là, qui est que ma moyenne à variance donnée, je sais que ça suit une loi normale n01. Par contre, si je remplace la variance qui est normalement inconnue par un estimateur, je ne suis plus une loi normale, mais j'ai une loi de Student. Okay, alors, avec une petite précision, la loi de Student, quand n, le nombre de degrés de liberté est grand, c'est à peu près une loi normale. Donc en fait, si votre nombre d'observations est très grand, ce que ça nous dit juste, c'est que ça suit à peu près une loi normale, et donc on retombe sur quelque chose de très proche de la propriété théorique. Okay, cette propriété est essentiellement un petit échantillon, donc vous avez peu de données. Dans ces cas-là, il y a une petite correction à faire sur le fait qu'on n'est pas gaussien, mais qu'on a une loi de Student. Okay, donc, dernier petit slide, le théorème de Cochrane. Donc le théorème de Cochrane, alors je l'ai mis ici dans le vecteur gaussien parce que ce qui va nous intéresser, c'est les applications dans le cas des vecteurs gaussiens de ce théorème-là, mais c'est fondamentalement un théorème d'algèbre linéaire. Donc sur les matrices qu'on va appeler idempotentes, c'est-à-dire les matrices telles que, quand je les élève au carré, je tombe toujours sur la même chose. Okay, donc j'ai une matrice A, telle que A au carré est égal à A, puis A puissance 3 sera égal à A. Donc peu importe le nombre de fois où vous élevez, peu importe la puissance, A puissance K sera toujours égal à A. Okay, donc c'est une matrice un petit peu particulière. On peut montrer que ça a une écriture assez simple. Okay, si jamais vous avez une matrice qui est idempotente, alors on peut trouver une matrice telle que cette matrice A s'écrit comme P transposé. Okay,
Euh, si jamais toutes ces choses-là ne sont pas très claires, allez revoir les capsules d'algèbre linéaire, puis revenez par la suite après. Okay. Mais voilà, donc je peux écrire une matrice idempotente forcément sous cette forme-là. Okay. P transposé. En quoi ça va m'intéresser? Si jamais j'ai un vecteur gaussien, alors je vais le supposer indépendant pour faire très simple. Donc supposons que j'ai un vecteur gaussien en dimension D. Donc les D composantes sont indépendantes. Si jamais j'ai une matrice réelle symétrique A, alors si jamais j'ai une matrice indépendante, ce qu'on peut montrer, c'est que X transposé à X, ça va suivre une loi du qui 2. Et les degrés de liberté vont être associés en fait au rang de ma matrice A. D'accord? Et l'autre propriété, c'est la réciproque, c'est que si jamais j'ai une loi du qui 2, alors dans ces cas-là, j'ai forcément une matrice idempotente, et le rang de cette matrice, je le connais, c'est en fait les degrés de liberté de ma loi du qui 2. D'accord? Donc en fait, ces histoires de faire des combinaisons de somme des xi au carré qui va suivre une loi du qui 2, en fait, on a cette propriété très générale qui est que si jamais j'ai une matrice idempotente, dans ces cas-là, x transposé à x sera aussi une loi du qui 2. D'accord? Donc les lois du qui 2, je peux en construire de toutes sortes, et en fait, le point important, c'est que les propriétés de la matrice A, et en particulier son rang, vont être directement liées au nombre de degrés de liberté dans ma loi du qui 2. D'accord? Donc c'est ça que ça nous dit. Les matrices idempotentes, elles apparaissent dans un contexte très particulier, c'est que ça va être associé à des matrices de projection. Les matrices de projection, là aussi, je renvoie aux capsules d'algèbre linéaire. Donc les matrices de projection, c'est le fait qu'une projection est un opérateur linéaire, et donc les opérateurs linéaires se caractérisent par une matrice. Okay. Donc je peux écrire ma transformation qui est une projection. Donc si vous me donnez les coordonnées d'un point en dimension D et que vous me dites que je veux une projection orthogonale sur un plan ou un sous-plan, un hyperplan dont je te donne des composantes, moi, je peux vous donner la matrice de projection qui me permet d'écrire les coordonnées du projeté. Okay. Donc les matrices de projection sont idempotentes dans le sens où si vous avez un point dans l'espace et que vous le projetez, vous arrivez sur votre plan, et une fois que je suis sur mon plan, je peux projeter autant de fois que je veux, je reste toujours sur la même valeur. Donc c'est vraiment lié au fait que les matrices de projection sont idempotentes. Projeter le projeté, c'est équivalent à avoir projeté une seule fois. Okay. Et les projections, ça va être très 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 important dans tout ce qu'on fait, c'est que c'est lié au fait, alors là aussi je ne l'ai pas mis parce que encore une fois je suis là juste pour faire des rappels de proba, mais l'espérance et l'espérance conditionnelle, ce sont des projections. D'accord. Donc on le reverra quand on fera un petit peu d'analyse géométrique de la régression, mais tout ce qu'on va s'amuser à faire, c'est des projections. Okay. Donc les matrices de projection sont des cas particuliers. Donc supposons que j'ai un vecteur gaussien à composante indépendante, N01. Okay. Donc si jamais je prends un sous-espace de RD et que je m'intéresse à deux éléments, la projection sur F et la projection sur l'orthogonale de F, okay. Dans ces cas-là, ce qu'on peut montrer, c'est que PF de X, ça suit une loi normale, okay. Et la matrice de variance-covariance, ça sera précisément cette matrice de projection. Si jamais je regarde la projection sur l'orthogonale, j'aurai aussi une loi gaussienne. Okay. Et mes deux composantes, donc la projection sur l'espace F et sur l'orthogonale de F, nous donnent des choses qui sont indépendantes. Okay. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et autre chose, on va retrouver des lois du qui 2. Donc si jamais je regarde la distance, ou la norme plutôt, de PFX, okay, je vais récupérer une loi du qui 2. Si jamais je regarde sur l'orthogonale, je vais récupérer aussi une loi du qui 2, les deux étant indépendantes. Et mes degrés de liberté sont liés en fait à la dimension des espaces sur lesquels on projette. Okay. Ça paraît peut-être un petit peu abstrait et conceptuel comme propriété, mais c'est vraiment ce qu'on va faire quand on fera des régressions. Okay. Donc, écoutez-le une fois. Éventuellement, si ce n'est pas clair, repassez-le une deuxième fois. Mais quand on fera des régressions, je vous parlerai de projection et on verra que les dimensions dans lesquelles on projette, ça va nous donner des grandeurs dont on exploitera le fait qu'on a des lois du qui 2, parce que ça nous permettra après de faire des tests. Ce théorème, je peux l'appliquer. Et c'est très lié au fait que l'espérance est une projection. Okay. Donc c'est exactement ce que je vais vous faire ici. Donc je vous ai défini les grandeurs de la même manière que tantôt. Okay. J'ai ma moyenne et j'ai ma variance pour des variables qui sont ID N01. Okay. Donc on avait vu le fait que mes variables étaient indépendantes, Y bar et S carré. J'ai une loi du qui 2. Si jamais je prends l'espace un peu particulier, qui est l'espace engendré par la constante. Okay, donc si F est engendré par la constante, ce qu'on peut montrer, c'est que je connais la matrice de projection. Okay. Alors, la matrice de projection va nous donner quoi? C'est si jamais je projette mon vecteur Y, je vais récupérer ma moyenne. Okay. Donc, je vais récupérer ma moyenne fois mon vecteur de 1, en fait. Okay.
Et si jamais je regarde la projection sur l'orthogonale, ben, je vais récupérer le vecteur qui est mon vecteur de composante centrée. Et donc, ce que je suis juste en train de vous raconter quand je vous disais qu'on avait ces variables gaussiennes, cette loi du qui 2 et toutes ces choses-là qui sont indépendantes, ben, c'est exactement la même chose. Ici, je récupère mon vecteur y bar, et ici, je récupère mon S2, et on voit apparaître les différentes grandeurs comme étant des normes sur mes espaces projetés. Ok. Donc, je vais m'arrêter là pour le théorème de Cochrane. C'est un théorème assez fondamental si jamais on veut comprendre profondément ce qui se cache dans les modèles linéaires. Euh, c'est lié à des propriétés sur les vecteurs gaussiens et sur les matrices de projection, d'accord, sur lesquelles on reviendra un peu plus longuement par la suite. Je vais m'arrêter là pour les rappels de proba. Je pense qu'avec les 50 et l'heure de rappel que je viens de vous faire, vous avez suffisamment d'éléments pour faire la suite, qui va être essentiellement de la statistique, et plus précisément de la statistique paramétrique. Donc, je vais préparer maintenant des capsules qui vont être liées à l'inférence et au test, qui sont des choses que vous avez vues dans le cours de Stat 1000, que je vais essayer de rafraîchir un petit peu maintenant. OK. Donc, on se retrouve bientôt pour la suite.